Bonjour à toutes et tous. Merci à Lou et Suzanne de m'avoir permis de faire cette intervention devant vous. Alors, je suis très heureux de vous parler d'une de mes marottes qui est le bois mort, mais je vais tout d'abord me présenter. Donc, je m'appelle Vincent Chassani et actuellement, je travaille au Muséum national d'histoire naturelle où je coordonne un programme de sciences participatives à destination des scolaires. Je suis prof de SVT de formation. Alors vous allez me dire, quel rapport avec le bois mort? Ben, j'ai eu plusieurs vies, on va dire ça. Et dans mes précédentes fonctions, j'enseignais à l'université. J'enseignais à l'université Paris-Cité, pour ne pas la citer. Et je faisais des enseignements d'écologie, je faisais des enseignements sur la biodiversité. Et j'ai été amené à participer à une super aventure qui est de monter un stage sur la forêt, dans lequel le bois mort avait une importance cruciale. Pour vous dire des choses un petit peu plus personnelles, je me qualifierais de naturaliste, donc je suis très intéressé par les questions de biodiversité. Le sous-titre de cette présentation est assez évocateur d'ailleurs, pourriture toi-même, parce que je suis de ces personnes qui vont se mettre à quatre pattes en forêt, vont regarder un tronc au sol et vont trouver des pourritures très très belles, très intéressantes. Ça me dit beaucoup de choses. Donc, ma posture, elle est claire hein, pendant cette présentation. Je vais être très axé biodiversité, hein, vous présenter les liens qu'il y a entre biodiversité et bois mort. Pour vous dire aussi que ma présentation, elle va être surtout axée forêt, ce qui peut paraître au premier abord assez différent des préoccupations des uns et des autres, qui être plutôt en lien avec l'agriculture. Mais il y a beaucoup de ponts possibles entre forêt et plutôt parcelles agricoles, bocage, etc. Et donc, on a pensé qu'à la fin de cette présentation, on ouvrirait justement pour discuter des parallèles possibles entre ce que je vais vous présenter en forêt et vos préoccupations plus directes. Voilà, pour cette présentation un petit peu longue. Alors, pour présenter démarrer cette intervention sur le bois mort, je vais vous montrer deux photos. Deux photos, l'une de la forêt de Fontainebleau, à gauche, d'une partie très spéciale de la forêt de Fontainebleau qui s'appelle la Tilley. La forêt de Fontainebleau est en Île-de-France, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis une autre forêt à droite, la forêt de Tronchet. Et donc, voici ces deux photos. Et ce que je demande classiquement, j'ai déjà eu l'occasion de faire ça, c'est de demander aux participants laquelle de ces deux photos ils préfèrent et pour quelles raisons ils la préfèrent. Donc là, on est en visio, c'est un peu compliqué de recueillir le fruit de ce sondage. Mais en gros, quand je pose cette question, bah, elle est assez clivante, cette question-là. Il y a des personnes qui vont préférer plutôt la forêt de droite, la forêt de Tronchet, avec ces beaux arbres bien rangés. Alors quand je leur demande pourquoi, bah, ils vont me dire tout simplement je la trouve belle. Donc il y a des considérations esthétiques, disons. Il y a aussi un imaginaire de la forêt, où quand on demande à quelqu'un de dessiner une forêt, il va dessiner des arbres majestueux comme ça. Donc il y a une dimension un peu culturelle avec l'imaginaire qu'on a de la forêt, puis avec ce sous-bois joli, bien clair et tout ça. Puis il y a d'autres personnes, au contraire, qui vont préférer la photo de gauche. La photo de gauche, vous voyez que c'est nettement plus le bazar, donc ça correspond peut-être un peu moins à l'imaginaire qu'on a de la forêt, encore que, il y a des gens qui préfèrent les forêts en bazar. Et puis, si vous regardez sur cette diapositive, il y a un certain nombre d'éléments. Il y a des troncs d'arbres couchés, donc on pourrait qualifier de bois mort. Et puis même, ici, il y a des troncs d'arbres levés, et qui, pour certains, bah, vont être très esthétiques et même être associés, c'est un peu vous me voyez venir quand même parce que c'est le fond de ma présentation, être associés avec de la biodiversité et qui vont préférer cette image de gauche. Donc, c'est assez clivant. Et il y a eu des études qui ont été menées à plus grande échelle sur un panel de population. Donc, on a pris 1000 personnes qui étaient censées représenter la société française, donc toutes catégories socio-professionnelles confondues. Et on leur a posé un certain nombre de questions à ces gens-là sur des éléments de la forêt, s'ils les jugeaient plutôt positifs ou plutôt négatifs. Et on leur a, parmi ces questions, posé des questions sur la présence d'arbres morts en forêt. Et si vous regardez le résultat de cette étude, il y a 47% des personnes pour qui c'est connoté plutôt positivement et à peu près 50% pour lesquelles c'est plutôt connoté négativement, et puis des personnes qui ne se prononcent pas. Donc vous voyez que c'est à peu près du 50-50, c'est assez clivant. Et ça pose des questions. Ce bois mort, pourquoi est-ce que cette question-là, elle est aussi clivante?
Et donc, si vous le permettez, on va faire une petite incursion historique, très brève, pour essayer de comprendre d'où ça vient, ce côté un petit peu clivant de la présence du bois mort, de la perception qu'on peut en avoir en forêt. Donc, cette perception, elle a beaucoup évolué au cours du temps. Si on remonte au Moyen Âge, le bois mort, c'était une source vitale pour le chauffage. Donc, il y avait une dimension utilitaire très très forte. Donc, ce bois mort, il était associé à un usage et c'était très réglementé, cette cueillette du bois mort au sol. Ça appartenait aux seigneurs locaux, c'était eux qui décidaient si les gens pouvaient ou non ramasser le bois mort, quand, quelle quantité, etc. Donc, quelque chose connoté plutôt positivement, mais en lien avec un usage. À partir du XVIIe siècle, alors là, très clairement, il y a un virage, puisque le bois mort va être totalement dénigré. Et ça, en lien avec la volonté d'accroître la productivité forestière, parce que qui dit bois mort à l'époque dit une forêt qui n'est pas entretenue, pas destinée à un bon usage, et aussi qui est un vecteur de ravageurs, ce bois mort associé à la vermine, donc très négativement connoté. Il y a même des personnes célèbres qui se sont exprimées sur la question, un scientifique du XVIIIe siècle comme Buffon, si je reprends sa situation. Pour lui, le bois mort caractérise la nature sauvage, donc il y a un côté désordre, et ça, il suggère de mettre le feu à cette bourre superflue, à ces vieilles forêts déjà demi-consumées. Donc vous voyez tout le vocabulaire pesant qu'il y a derrière et les connotations très négatives qu'il y a derrière ce bois mort. Et en 1888, pour la première fois, le bois mort va acquérir un statut, mais un statut qui va permettre d'accélérer son élimination des forêts. Donc, pas un statut très favorable au bois mort lui-même. Et pour on recommence à avoir une vision un peu plus positive du bois mort, bah, faut aller dans les années 80, où il va y avoir une lente prise en compte du bois mort comme source de biodiversité, où là, on va considérer que ça peut être quelque chose d'important pour la biodiversité, d'abord dans les forêts tropicales, un peu loin de chez nous, et puis dans les forêts tempérées ensuite. Et il y a un événement un peu crucial, si vous vous rappelez des tempêtes de 99, bah, il y a eu beaucoup d'arbres qui sont tombés au sol, et on a commencé à y voir une opportunité, même si c'était assez catastrophique pour la production forestière, eh bien, de se dire bah, peut-être qu'il y a des côtés positifs à la présence de ce bois mort, notamment en lien avec la biodiversité. Donc une lente prise en compte et pas de toute la société, c'est évident, selon qu'on est forestier, selon qu'on est promeneur, selon qu'on est écologue, on n'a pas forcément la même vision du bois mort, c'est évident, et il reste quand même dans la société un profond désamour d'une partie de la population vis-à-vis de ce bois mort, et qui est probablement lié à notre culture, une culture parfois un peu hygiéniste, où on va voir le bois mort comme quelque chose de sale, comme quelque chose de laid, comme vecteur de vermine, etc. Donc ça reste quand même quelque chose qui, pour une partie de la population, est connoté assez négativement. Donc le point de ma petite intervention, comment elle va être structurée, bah, déjà, c'est de vous dire comment ça se présente, le bois mort en forêt. Est-ce qu'il y en a plusieurs sortes, d'où ça vient, comment ça s'est formé, etc. Donc, qu'est-ce que cet objet dont on va parler? Ensuite, bien sûr, je voulais afficher, c'est de vous donner quelques éléments de la biodiversité qui est associée à ce bois mort. Très simplement, mon ambition très modeste, c'est que je puisse vous parler d'observations que vous pourrez refaire, vous, dans votre environnement quotidien. C'est pas tellement des raretés, sauf exception, dont je vais vous parler. C'est des choses que vous pourrez revoir. Et j'aimerais que vous puissiez poser peut-être un autre regard sur ces éléments-là. Et puis ensuite, je vous dirais en forêt, bah, quels sont les leviers paramètres, contraintes qui sont à prendre en compte pour favoriser cette biodiversité, avec l'idée qu'assez vite, on aille vers le côté agricole, qu'on fasse une conclusion un peu ouverte pour vous laisser la possibilité d'intervenir, pour voir si vous êtes confronté à la question du bois mort dans votre pratique, comment vous la percevez et les ponts qu'on peut faire entre ma présentation et vos préoccupations à vous. Alors le bois mort, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Est-ce qu'il y en a plusieurs sortes, etc. Alors c'est assez trivial ce que je vais vous raconter, mais déjà on peut trouver des arbres morts qui sont morts dans leur intégralité, un arbre mort complet. Et ces arbres, ils peuvent se présenter sous plusieurs formes, et ça aura son importance pour la suite. On peut avoir des arbres morts sur pied. Alors il y en a en forêt.
pourrait trouver ça aussi au milieu de certains champs, bien que ce soit pas si courant que ça finalement. Il y a des arbres aussi au sol qui ont été arrachés après leur mort ou qui sont morts après avoir été arrachés. Et des arbres comme ça, déracinés qu'on trouve au sol, ça s'appelle des chablis. Et puis vous avez des arbres qui ont pu être cassés par des tempêtes, par exemple, soit parce qu'ils étaient morts, soit parce que bah, c'est la tempête qui les a fait mourir à ce moment-là. Et vous allez avoir une espèce de partie d'arbre dressée qu'on va appeler une chandelle, et puis la partie d'arbre qui est cassée, là, qu'on va appeler un voli. Donc des arbres morts dans leur intégralité. Mais le bois mort, ce n'est pas que ça. Il peut y avoir aussi sur des arbres vivants des parties de l'arbre qui correspondent à du bois mort. Donc des branches, par exemple, qui sont mortes dans le houppier de l'arbre, dans la partie haute, des branches qui vont donc tomber au sol à partir de ces arbres-là, ou sur des conifères, vous avez peut-être tous déjà vu ce qu'on appelle des chicots, c'est-à-dire des vieilles branches qui sont mortes et qui vont dépasser un peu du tronc comme ça. Et puis, il y a aussi du bois mort qui est issu de l'exploitation forestière, avec des souches qui vont rester en place, du petit bois, voire des tas de bois qui vont rester un certain temps. Il y a des ponts possibles avec ce que vous avez pu voir dans des zones bocagères, par exemple, parce que des parties d'arbres qui sont mortes, c'est des choses qu'on peut voir assez fréquemment. Et si on regarde un peu plus dans le détail, vous avez plein de formes de bois mort sur un arbre vivant. Vous pouvez avoir des branches mortes comme ça, vous pouvez avoir des cavités comme ça, vous pouvez avoir plein de choses qui vont constituer finalement des petits habitats pour plein d'espèces différentes. Je vous en fais qu'une suggestion sur l'image de droite de la biodiversité qui peut se développer sur ces petits habitats-là, avec l'idée que je vous en parle un petit peu plus par la suite. Et ça aussi, c'est des choses que vous pourrez retrouver dans des contextes plus agricoles ou bocagers. Bah, les trognes, si vous avez déjà entendu parler de ça, sur les trognes, qui sont issus bien sûr d'un usage humain ancien, bah, vous pouvez trouver aussi ce type d'habitat, des branches mortes, des cavités, etc. Donc il y a des ponts très forts et des espèces communes, bien sûr, entre ce qu'on a trouvé en forêt et en zone plus ouverte. Alors, la question du bois mort, c'est aussi bah, pourquoi on n'en voit pas tant que ça en forêt, du bois mort? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas partout? Bah, dans une forêt, il y a ce qu'on appelle un cycle forestier. Il y a différents stades qui vont se succéder. Souvent, l'histoire de la forêt, dans une forêt pas très entretenue, ça commence par des aléas qui vont faire que vous allez avoir des arbres qui vont se casser, etc., et des trouées. À partir de là, vous allez avoir une régénération forestière, donc des petits arbres qui vont se développer. Ensuite, ces arbres vont croître, phase de croissance. Ces arbres vont maturer, ils vont devenir grands et tout ça. Et ensuite, ils vont vieillir, c'est-à-dire qu'il va commencer à y avoir du bois mort sur ces arbres, comme ce que je vous présentais juste avant. Ça, c'est le cycle forestier dans des zones forestières où on n'intervient pas ou peu, ce qui n'existe pas tellement en France. En France, la plupart des forêts sont exploitées. Et quand est-ce qu'on exploite les arbres? Bah, au stade de maturation de la forêt, quand les arbres sont gros et n'ont pas encore tellement de bois mort. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait dans des forêts exploitées? Bah, on va empêcher que les stades de vieillissement et que les phases d'effondrement ne se matérialisent. On va faire une sorte de court-circuit et on va repasser, une fois qu'on a exploité la forêt à son stade de maturation, on va repasser directement à un stade de régénération. Donc il y a toute une partie du cycle forestier qu'on va court-circuiter et donc on le voit peu ça dans les forêts en France métropolitaine en tout cas. Et on va pas tellement voir de bois mort, pas tellement voir de stade de vieillissement, pas tellement voir de stade d'effondrement. Pour vous dire, un cycle forestier complet pour une forêt de hêtres en plaine, ça dure environ 250 ans. Et on coupe ces forêts vers 100 ans à peu près. Et donc, on va on va priver le cycle de forestier de 150 ans de développement avec les stades où il y a le plus de bois mort. Parce qu'il y a une exploitation de ces forêts qui est faite. Donc ça, c'est purement factuel, ce que je vous raconte. Une question supplémentaire qu'on pourrait se poser, si le cycle forestier complet s'exprime, qu'est-ce qui fait en vrai mourir les arbres? On répondra à cette question un petit peu plus loin. Mais avant ça, il faut savoir que ce bois mort, il a une importance écologique très forte. Déjà, je vais essayer de vous en convaincre, et c'est pour ça que je l'ai mis en gras, parce que c'est ce dont je veux pas vous parler essentiellement. Il y a une biodiversité importante qui est associée à ce bois mort. D'autre part, ça stocke du carbone, de l'eau, des éléments minéraux. Ça stabilise les sols, ça permet de lutter contre l'érosion, et puis même, parfois, ça participe à la régénération forestière en montagne, parce qu'il y a des
petites plantes qui vont se développer spécifiquement sur ce bois mort. Mais moi, je vous parlerai surtout de la biodiversité importante qui est liée à ça. Et j'en reviens à ma question, finalement, qu'est-ce qui va faire mourir un arbre véritablement en forêt? Et c'est là qu'on va rentrer dans le côté un petit peu naturaliste. Je vais vous présenter quelques éléments associés à la mort d'un arbre, et puis on va réfléchir un peu ensemble à ce qui peut être à l'origine de ce qu'on voit et ce qui peut être à l'origine finalement de la mort de l'arbre. Donc première énigme et première accusée, si j'ose dire, de la mort des arbres, bah il y a ce qui va être à l'origine de ça. Alors je pourrais déjà vous demander, vous pouvez répondre dans le chat, est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu être à l'origine de ça? Est-ce que ça peut être un oiseau qui est à l'origine de ça? Est-ce que ça peut être un insecte qui est à l'origine de ça? Est-ce que ça peut être un champignon qui est à l'origine de ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Exprimez-vous. Alors, les votes sont Oups, partis. trop tard. J'ai appuyé sur la diapo. De Le toute boulet façon, on est sur un public averti. peu Donc je pense averti. On a que fait une majorité de votes pour un ouais, insecte pour un insecte. Alors et peut-être même quelques ouais. suggestions d'espèces. Alors il y a quoi comme Scolyte. suggestion? Scolite. Bah vous avez, je vois qu'il y a des connaisseurs. Ça me permet aussi de le voir. Bah, ce qui a fait ces jolis dessins, effectivement, sous l'écorce de l'arbre, je précise, c'est effectivement des insectes, plus précisément des coléoptères et plus précisément des scolites. Donc quand on voit ça, le mal est déjà fait. Et les insectes n'y sont même plus à ce stade-là. Et l'écorce est tombée et tout. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé avant, décidément. Donc ça, là, la photo que vous avez ici, c'était un stade un petit peu antérieur, quand il y avait encore l'écorce sur l'arbre, et là, on a détaché l'écorce et on a regardé ce qui se passait dessous. Et si vous regardez, ça fait des jolis dessins, ça fait une ligne comme ça, sur laquelle se branchent d'autres lignes, et au bout de ces lignes, il y a des petits trucs blancs qui sont des larves, qui sont plus précisément des larves de scolytes. Et alors ça se passe dans la région périphérique de l'arbre, juste sous l'écorce. Et cette région qui a sous l'écorce, il se trouve que c'est là qu'il y a un certain nombre de tissus très importants fonctionnellement, mais aussi très nourriciers. C'est là où circulent les sèves, et en particulier là où circule la sève dite élaborée, qui est de l'eau sucrée, donc très recherchée par les insectes. C'est là aussi où il y a la zone de croissance de l'arbre, qui sont des cellules vivantes, et miam-miam pour les insectes, qui vont avoir tendance à rechercher très fortement cette zone très nutritive juste sous l'écorce. Alors concrètement, ces scolites, comment ils font? Je vous le montre sur le dessin juste après. Donc on retrouve ce dessin avec une ligne, d'autres lignes qui se branchent sur cette ligne. Alors vous avez un truc en bas, là, en anglais, ça voudrait dire chambre nuptiale. En fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a une femelle scolite qui arrive. Elle a souvent été attirée par les odeurs d'un arbre qui envoyait des signaux particuliers. Et elle va pénétrer sous l'écorce et elle va faire cette petite chambre-là. Et dans cette petite chambre, elle va émettre des substances volatiles, qu'on va appeler des phéromones, qui vont attirer d'autres membres de son espèce, dont des mâles. Donc des mâles vont arriver, et si un mâle arrive au niveau de cette chambre nuptiale, il y a un accouplement qui se fait. Une fois l'accouplement réalisé, que va faire la femelle? Elle va creuser là, cette galerie ici, et en même temps qu'elle creuse cette galerie allongée, elle va pondre des œufs le long de cette galerie. Tac, 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 à chaque étape, elle pond un œuf. Et ensuite, un petit peu plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Bah, l'œuf va éclore, et il y a une larve et qui, elle, va se déplacer latéralement en mangeant tous ces bons tissus qu'il y a sous l'écorce là. Et vous voyez que la galerie, elle augmente petit à petit de taille. Au début, elle est toute fine, et puis elle grossit. Ça, c'est au gré de la croissance de la larve. Et au bout, là, que va faire cette larve? Elle va se métamorphoser. Et après cette métamorphose, il y aura des adultes qui vont émerger donc du tronc. Et en faisant ça, évidemment, elle mange ces parties fonctionnelles de l'arbre. Et s'il y a ça sous toute l'écorce partout, bah, ça va faire mourir l'arbre. Donc ça, typiquement, il y a une espèce qui est très très connue qui fait ça, qui était celle de la photo précédente, c'est l'Ips typographe, qui fait des gros ravages, notamment dans les plantations d'épicéas. Mais il y a plein d'autres espèces que ça. Il y en a qui font à peu près la même chose. Et puis vous avez même, si vous regardez ça,
d'autres dessins. Donc, à partir du dessin qui est fait sous l'écorce, on peut retrouver l'espèce. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que ces dessins racontent une biologie. Vous voyez que là, il y a aussi une chambre nuptiale, mais il y a plusieurs lignes qui partent de cette chambre nuptiale. Pourquoi? Parce que chez cette espèce, j'aurais pu vous poser la question, mais il y a plusieurs accouplements, donc il y a une polygamie qui va avoir lieu, et associé à chaque accouplement, bah, hop, une galerie différente. Donc on a une espèce ici qui est polygame, et ça va se répercuter sur le motif que vous allez trouver sous le tronc. Donc on peut retrouver l'espèce à partir du motif. Alors ces types typographes, il est très fortement stigmatisé et c'est normal. C'est pas très agréable pour les forestiers d'avoir des morts brutales de leur production. Et vous allez avoir effectivement beaucoup de morts des épicéas qui sont liés à ça. C'est un sujet qui est très médiatisé. Toutefois, il faut être un petit peu garder raison par rapport à ça. Pourquoi est-ce que les épicéas sont particulièrement attaqués? Bah, il peut y avoir des épicéas totalement sains qui sont attaqués par des typographes, mais ça, c'est assez rare et ça va être un arbre par-ci par-là dans une forêt. Quand on a des mortalités massives d'épicéas dans une pessière, c'est qu'il y a eu un petit problème et notamment que vous aviez des arbres qui étaient stressés. Qu'est-ce qui aujourd'hui est à l'origine de ce stress des arbres? Bah, le dérèglement climatique qui va être à l'origine de sécheresses assez brutales et qui va stresser les épicéas, qui vont émettre des signaux qui vont attirer justement les ips. Et facteur aggravant, il y a eu des plantations d'épicéas qui ont été faites en plaine. Donc les épicéas sont des arbres de montagne à l'origine qu'on a plantés massivement en plaine et ça allait très bien jusqu'à une certaine époque. Mais avec des sécheresses répétées dans des zones de plaine où il fait plus chaud, eh bien ça va conduire à un stress beaucoup plus important des épicéas qui vont être plus attaqués et des mortalités brutales. Donc c'est vrai que c'est pas une bonne nouvelle quand on a beaucoup de typographes dans une plantation, mais il ne faut pas confondre la cause et la conséquence. Finalement, ce que révèle la présence de ces typographes, c'est des causes plus profondes, des règlements climatiques, ça on n'a pas de levier, ou des plantations qui se sont faites loin de l'optimum écologique de l'essence qu'on est en train de regarder. Donc ça, c'est pour raisonner les choses, même si on comprend bien que les forestiers ne soient pas à la joie quand des choses comme ça arrivent, c'est évident. Allez, accusé numéro 2, qui est aussi en lien avec les morts des arbres. Puisque vous êtes costaud, vous allez peut-être directement me proposer une espèce ici. Est-ce que vous auriez une suggestion? Alors, il y a quelqu'un qui répond vraiment vite, hein. Capricorne? Alors, Capricorne, alors puisque la personne est trop balèze, je vais lui demander quel Capricorne. Alors, on a Céramique Cerveau. Bien joué, Cérambix cerdo, oui, c'est bien lui qui est à l'origine de ça. Vous voyez sur ce tronc d'arbre des gros trous là. On voit que en couple, parce que c'est un animal qui s'est attaqué vraiment au bois profond, qui s'est effectivement attaqué à des arbres vivants, donc on est bien dans ceux qui vont être associés à la mort de l'arbre. Et vous voyez, chose très reconnaissable, une dimension très importante, les galeries, et surtout qu'elles ont une section ovale. Vous n'avez pas de section ronde sur ces galeries-là, jamais. Bah ça, les sections ovales, quand on voit ça, c'est plus en général le fait de larves d'insectes qui sont plates, plutôt plates, comme le sont les larves de Capricorne, et avec cette dimension très importante bah, il y a guère que le grand Capricorne qui est capable de faire ça, Cérambix cerdo, effectivement. Je vous le montre, cette brave bête très spectaculaire. Donc ça, ce sont les adultes, alors qu'on va trouver à l'intérieur du bois uniquement quand ils seront en train d'émerger. Mais ce qu'on trouve dans le bois, c'est la larve, ici, cette gigantesque larve qui ressemble un peu à un gros gnocchi, là, que vous avez ici, qui est une très grosse larve, donc la larve de Cérambix cerdo. Alors, il se trouve, là où c'est polémique un petit peu, on est là aussi pour discuter un peu de ces choses-là, c'est que le grand Capricorne est un des rares coléoptères qui est protégé au niveau national. Donc, il bénéficie d'une protection. Et si il y a certaines personnes d'entre vous qui vivent dans le sud de la France, notamment, bah, c'est une espèce qui, dans le sud de la France, est extrêmement fréquente. Donc, ça questionne sur le pourquoi de cette protection. Bah, parce qu'au nord de la Loire, cette espèce-là est effectivement une espèce pas très courante, qui va vivre dans des vieilles forêts, et donc ce qui a justifié sa protection. Mais c'est vrai que dans le sud de la France, c'est une espèce très courante, et elle fait grincer des dents, parce qu'on se dit, pourquoi la protéger alors qu'elle est hyper courante? Alors là aussi, raisonnons les choses, c'est très rare qu'un cérambix cerdo s'attaque à un arbre jeune en âge d'être exploité.
Souvent, ils s'attaquent à des arbres les plus vieux, qui sont aussi affaiblis par un certain nombre de stress qu'ils ont subis au cours de leur vie. Et donc, ils vont s'attaquer aux arbres les plus vieux, souvent à des moments où ce sont plus ou moins des arbres qui sont exploitables. Donc oui, c'est assez spectaculaire ce que peuvent faire des cérambyxères d'eau, parce que souvent, il y en a beaucoup sur un même vieil arbre, mais ils s'attaquent à cet arbre souvent quand il est très très âgé. Donc pas forcément à des arbres qui sont en âge d'être exploités. Donc, à nuancer aussi un petit peu. Donc voilà, donc ça aussi, c'est effectivement une cause de mortalité, mais pas seule. C'est rarement un arbre qui meurt à cause d'une seule cause, c'est multiple. Et puis enfin, je vous montre l'accusé numéro 3. Je ne vous ferai pas l'affront de vous demander ce que ça peut être. Mais par contre, on voit souvent sur les arbres des choses comme ça, et j'ai un petit copain avec moi, si vous me voyez en visio, qui est un bel exemplaire de ça. Voilà. Qui se présente sous cette forme, qui est accroché à l'arbre. Même d'ailleurs, il y en a parfois qui sont tout tordus parce qu'ils ont commencé à pousser sur un arbre vivant, et puis l'arbre est tombé, je passe, et ils se sont retournés, et ils ont repris leur sens d'origine, mais sur un arbre mort. Donc parfois, ils font des super rotations, ils font des loopings même au cours de leur vie. Donc quand on voit ça sur un arbre, des champignons, bah, c'est vrai qu'on se dit, ouh là là, c'est pas bon signe, ce qui est vrai pour certains champignons. Alors, celui que vous avez ici, en particulier, et celui que je vous ai montré, c'est un champignon qui s'appelle l'amadouvier. Donc, Fomes fomentarius, c'est amadouvier, et ce que vous voyez dépasser de l'arbre, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire ce ne sont que les parties reproductrices, et dites-vous qu'à l'intérieur du tronc, il y a des filaments de ce champignon qui se baladent à l'intérieur du bois. Et c'est ça qui va être à l'origine des dommages qui vont être causés sur cet arbre. Alors, eux, ils vont s'attaquer au bois. Ils vont s'attaquer au bois et en le mangeant, ils vont le fragiliser. Et il suffira qu'il y ait une tempête derrière pour que l'arbre se casse extrêmement facilement. Et là, c'est vrai qu'ils s'attaquent à des stades parfois assez jeunes de ces arbres-là. Mais là encore, ils s'attaquent à des arbres qui ont été préalablement stressés. Et d'ailleurs, on a découvert récemment que pour ce qui est de l'amadouvier, c'est pas valable pour tous les champignons, ce que je vous raconte, mais il y a des amadouviers à l'intérieur du bois de l'arbre presque depuis le stade plantule. Ils sont présents depuis le début. Donc, ils portent en eux l'amadouvier. Ça, on peut rien y faire. Ça se transmet de génération en génération. On ne sait pas trop comment, mais en tout cas, il y a des amadouviers, des filaments de champignons ou des spores à l'intérieur du petit arbre dès le début. Mais au fur et à mesure qu'ils poussent, et les hêtres sont soumis fortement à ça. Des règlements climatiques, là encore, des épisodes de sécheresse redoutables. Et le hêtre est un arbre qui a besoin de pas mal d'eau. Et dans des zones où il est en écologie un petit peu limite, ils subissent des stress importants. Et c'est là que le champignon prend en quelque sorte le dessus, commence à se développer en importance, va consommer du bois, le fragiliser et le rendre très très sensible aux tempêtes. Donc, pour vous parler de cet amadouvier, pendant qu'on y est, puisqu'on parle de cette espèce-là, elle a une importance culturelle forte. Il faut souvent aussi remettre les choses un peu en perspective historique. Notamment, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'amadou, si certains d'entre vous le savent, c'est la chair des fructifications de ce champignon qu'on utilisait historiquement comme combustible à briquet. Donc, on mettait ça dans un briquet, on avait un petit percuteur qui tapait sur une pierre, de la marcassite souvent, ça faisait une petite étincelle, ça enflammait l'amadou qu'il y avait dans le briquet, et avant l'avènement de l'essence minérale, c'était quelque chose qui était très utilisé que cet amadou. Et puis, bon, ça c'est pour l'anecdote, comme c'est des gros champignons, vous avez vu celui que j'avais à la main, on peut le travailler un petit peu comme on travaillerait le cuir par exemple, et encore en Europe de l'Est, il y a une production traditionnelle d'objets à base d'amadouvier. Donc ça, c'est pour le petit fun fact. Mais c'est vrai que c'est assez spectaculaire. En forêt de Fontainebleau, la région dans laquelle je me trouve, il y a des zones entières où vous avez des hêtres sur sable qui ont été soumis de plein fouet à la sécheresse ces dernières années, avec des zones entières qui sont couvertes d'amadouviers parce que ce déséquilibre a conduit à cet état-là. Donc voilà pour vous présenter les choses et pour vous revenir sur les scolites, j'en reparlerai un peu par la suite. Tous les scolites ne sont pas à mettre non plus dans le même sac. Il y a des scolites qui sont à l'origine de la mort de l'arbre et d'autres scolites qui appartiennent à d'autres espèces qui ne vont se développer que sur du bois déjà mort. Donc, ne jamais être trop globalisant. Il y a des scolites de toutes sortes. Voilà. Donc ça, c'était pour un peu la mort de l'arbre. C'est rare qu'un arbre mort meure de sa belle mort. D'ailleurs, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mourir de sa belle mort pour un arbre.
Est-ce qu'il y a un âge limite et tout ça, on n'en sait trop rien. Mais en général, c'est une combinaison de facteurs, des facteurs qui l'affaiblissent, et puis des ravageurs de différentes natures, parfois plusieurs ravageurs en même temps, et qui peuvent conduire à la mort de ces arbres. Maintenant, notre arbre est mort, ça y est. Donc, soit entier, soit il y a des parties de l'arbre qui sont mortes. Et là, on va parler à partir de maintenant de la biodiversité, non pas qui fait mourir l'arbre, mais de la biodiversité qui vit grâce à cet arbre mort. Si je voulais passer une expression, j'essaie de pas trop être jargonneux pendant qu'on parle là, mais il y a une expression que vous pourriez retenir sans vergogne parce qu'elle est très utilisée, c'est la notion de complexe saproxylique. Ce complexe saproxylique, c'est l'ensemble des êtres vivants qui vont dépendre directement ou indirectement du bois mort. Donc ça, c'est quelque chose qui est très souvent mis en avant et que vous pouvez retenir. Ce sera utile si un jour vous parlez bois mort avec quelqu'un. En fait, ça désigne plein de choses, ce complexe saproxylique. Ça désigne des espèces, là, vous voyez cette petite bulle, des espèces qui vont manger le bois mort ou le bois dépérissant, donc des consommateurs directs de ce bois mort. Et ceux-là, on les appelle des sapros. Alors, sapro, ça fait allusion à la matière en décomposition. Xylo, ça fait allusion au bois. Et phage, ça veut dire qu'ils vont le manger. Donc, sapro-xylophages, ils vont manger du bois mort directement. Donc, ça fait partie du complexe saproxylique. Et dans ce complexe saproxylique, c'est ceux qui le mangent, sapro-xylophages. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des espèces qui vivent aux dépens des premières espèces que je viens de vous montrer. Donc des mangeurs des saproxylophages. Et eux aussi rentrent dans le complexe saproxylique parce qu'ils en dépendent indirectement. Et puis, il y a aussi ceux qui vivent dans, qui s'en servent comme abri, ou sur, qui s'en servent comme support dans ce bois mort, mort ou dépérissant. Donc ça aussi, ça fait partie du complexe saproxylique. Donc c'est tout ça le complexe saproxylique. C'est des mangeurs, c'est les mangeurs de mangeurs, et puis c'est ceux qui vont vivre dans des abris ou qui vont se protéger à l'intérieur du bois mort. Alors, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est anecdotique? Est-ce que c'est pas anecdotique, ce complexe saproxylique? Il y a un chiffre que je trouve bien évocateur. Parmi les espèces forestières, on a 20 ou 25% de ces espèces qui dépendent directement ou indirectement du bois mort pendant un de leur stade de vie. Donc 20 ou 25% des espèces forestières font partie du complexe saproxylique. Donc c'est considérable. Un quart, disons, à peu près de ces espèces dépendent du bois mort. Donc c'est pas un petit truc avec trois espèces spectaculaires et puis basta. C'est massif. Ça concerne un gros paquet d'espèces. Qui sont la majeure partie des espèces qui constituent ce complexe? Il y a deux groupes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plein d'autres, mais en tout cas, quantitativement, en nombre d'espèces, c'est ces deux groupes-là qui vont être très représentés. Vous l'aurez compris, les champignons, ici. Alors, les champignons, sur l'ensemble des champignons, il y a à peu près 20 000 espèces de champignons en France. Il y en a 15 000 qui sont forestiers déjà. Et là-dedans, parmi ces espèces forestières, il y en a 33% qui sont saproxyliques. Les coléoptères, il y a à peu près 10 000 espèces en France, à peu près la moitié qui vivent en forêt, et la moitié de celles qui vivent en forêt qui sont saproxyliques. Donc ça, c'est pour vous donner une petite importance quantitative des choses. Ces groupes-là, particulièrement, représentent une grosse part du complexe saproxylique, et au sein de leur groupe, beaucoup sont saproxyliques. Je vous mets ce petit schéma, ça, je l'aime bien celui-là parce qu'il repose un peu le cadre. En fait, sur ce schéma figurent les espèces ravageuses, comme celles dont je vous parlais avant, celles qu'on connote ravageurs, les scolites, grands capricornes, voilà, pour ce qui est en tout cas des insectes. Et puis, vous avez les saproxyliques sensu stricto, donc ceux qui mangent le bois mort, qui mangent les autres ou qui vivent dans le bois mort. Et bien comprendre que coléoptères ravageurs et coléoptères saproxyliques, il y a très peu de recoupement. Ce ne sont pas les mêmes espèces qui vont être ravageuses d'un côté et les espèces qui vont être saproxyliques de l'autre. Il n'y a que 1%, je dis bien 1% du total des coléoptères saproxyliques qui sont aussi des ravageurs. Donc, presque rien. Ce ne sont pas des catégories chevauchantes. Pourquoi je me permets de vous dire ça? J'en reviens un peu à ce que disait Buffon sur le fait que ce truc-là, c'est une bourre superflue, c'est sale, il faut le brûler, etc. C'est pas parce que vous laissez du bois mort en forêt que ça va être un foyer d'infestation pour d'autres arbres qui sont sains. C'est pas les mêmes espèces qui vont se développer dans le bois mort que celles qui vont causer la mort des arbres. Il y a un petit chevauchement, il y a quelques espèces effectivement en commun, mais il ne faut pas penser qu'en détruisant le bois mort, vous
supprimerez la question de la destruction des arbres. Et en détruisant le bois mort, vous allez détruire toute une série de choses qui ne sont pas impliquées. Donc ça, c'est un message fort que je voudrais faire passer. Et même pour les ravageurs, j'insiste une fois de plus, ces ravageurs ne s'attaquent pas non plus à n'importe quel arbre. Souvent, ce sont des arbres qui sont affaiblis. Rares sont ceux qui s'attaquent à des arbres vigoureux, et quand c'est le cas, c'est ponctuel. Alors justement, allons-y quand même que vous ayez quelques images d'espèces qui vont être associées au bois mort cette fois-ci. Et là, on va re-regarder aussi quelques éléments que vous pourriez voir assez facilement dans votre environnement proche. Et là, je vais vous montrer deux photos de bois pourri, celle-ci en haut et puis celle-ci en bas. Et dites-vous que ce bois pourri, ça pourrait être par exemple dans les deux cas du bois de hêtre. Mais vous voyez que ce bois de hêtre pourri-là n'a pas du tout le même aspect que le bois pourri que vous avez en dessous. Ils ont un aspect très très différent. Si je vous décris un petit peu les choses, le bois pourri numéro 1, là, vous voyez qu'il est très fibreux. Il est très clair, il a une couleur très claire. Il a une couleur très claire, plus claire encore que le bois avant qu'il ne soit pourri. Et puis en bas, chose remarquable, eh bien, vous avez un bois qui est très foncé, au contraire, bien plus foncé que le bois d'origine. Et regardez les petits dessins que vous avez dessus. Vous avez des petits cubes qui se dessinent à la surface de ce bois pourri. Donc deux formes de bois pourri que vous pourriez très bien voir, même sur des arbres bocagés, sur des trognes. Vous pouvez très bien voir ces deux choses-là. C'est une observation qui est très facile. Alors pour comprendre ce que c'est, qui a pu causer ça déjà? Bois pourri comme ça, faire pourrir, vous avez l'air d'être assez calé naturalistiquement, donc c'est des champis qui sont à l'origine de ça. Mais qu'est-ce qui explique que dans ce cas-là, vous obteniez du bois fibreux et clair, dans ce cas-là, du bois foncé et cubique? On va essayer de réfléchir un petit peu. Alors vous allez peut-être me dire, c'est pas les mêmes champignons qui ont fait le boulot. C'est probable que ce ne soit pas les mêmes champignons qui aient fait le boulot. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de différent qui explique ce qu'on observe? Alors ça, c'est une vraie question. Vous savez peut-être que le bois, en particulier, la partie bois d'un tronc, c'est fait majoritairement de deux composés qui sont majoritaires. La cellulose, d'une part, vous avez certainement déjà entendu parler de ça, et puis, peut-être un peu moins, la lignine, d'autre part, qui est un autre composé qu'on trouve à l'intérieur du bois. Deux composés majoritaires. Il y en a d'autres, mais enfin, deux composés majoritaires. Et pour vous mettre sur la piste de ce qui s'est passé, je vous ai mis deux indices sur la droite. Ici, un filtre à café blanchi. Et un filtre à café blanchi, qu'est-ce qu'il constitue majoritairement? C'est de la cellulose. Et je vous l'ai mis en regard du bois pourri numéro 1. Et puis en bas, un autre indice du bois brûlé. Et vous voyez que le bois brûlé, bon, bien sûr, il a une couleur carbonisée, ça, il ne faut pas trop en tenir compte. Mais par contre, du bois brûlé, il forme des petits cubes. Et je vous l'ai mis en regard du bois pourri numéro 3. Verdict, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce bois pourri numéro 1, pour qu'il ressemble à un filtre à café blanchi plein de cellulose, c'est pas un hasard, c'est que le bois s'est éclairci, parce que qu'est-ce qui a dégagé de ce bois? C'est ce qui lui donnait sa couleur plus foncée, c'est la lignine qu'on a dégagée. Donc ici, il y a un champignon qui a dégagé la lignine et qui a révélé la couleur de la cellulose. Si je regarde en bas, ici, vous avez un bois foncé à des billes en cubes. Qu'est-ce qui se passe quand du bois se consume? Quand du bois se consume, il y a déjà un premier composé qui va se dégrader assez facilement par le feu. C'est la cellulose. La cellulose se dégage. Et ce qui reste, et qui fait que du bois carbonisé, là, il a ce débit en cube, c'est parce qu'il reste un composé un peu plus dur à brûler, qui est la lignine. Donc en fait, pourquoi je vous ai mis cet indice? Pour vous mettre sur la voie de ce qu'a fait le champignon. Le champignon ici, qu'est-ce qu'il a fait qui explique qu'on ait un bois en cube comme ça? Il a dégagé la cellulose, et là, cette fois-ci, c'est la lignine qui reste. Et fonctionnellement, ces deux groupes de champignons existent. Si je remets ça maintenant et que je vous donne la réponse finale, ça, on appelle ça de la pourriture blanche ou fibreuse. Et donc, le champignon a dégagé la lignine en premier. Et en fait, il fait ça pourquoi? Ça va lui permettre d'avoir un meilleur accès à la cellulose qu'il va manger ensuite.
Et là, il a dégagé la lignine, il reste plus que la cellulose, et hop, tranquille, il va pouvoir manger. Parce que la lignine, c'est un composé qui l'empêche de bien fonctionner, il la dégage pour mieux manger la cellulose derrière. Qui fait ça? L'amadouvier, dont on parlait tout à l'heure, c'est typiquement un champignon qui dégrade la lignine, on dira ligninolytique, dégrade la lignine. Et puis, si vous avez vu ces champignons-là qui ont un peu un aspect un peu de rose, qu'on voit très fréquemment sur les troncs d'arbres, les tramètes, bah, ces tramètes sont aussi des pourritures blanches, comme ça, qui ont dégagé la lignine en premier. En bas, exemple de pourriture cubique, donc cette fois-ci qui a dégagé la cellulose en premier, parce qu'en fait, c'est des champignons qui sont capables de manger la cellulose et qui supportent mieux la présence de lignine. La lignine, ils s'en foutent, mais ils sont capables de dégrader la cellulose, bien que la lignine soit présente. Et donc, ils mangent la cellulose, il n'y a que la lignine qui reste, donc ils se fichaient. Et vous avez ici à droite un champignon qui fait ça, qu'on trouve souvent sur le pain, qui s'appelle Phomitopsis pinicola, vous l'avez peut-être vu, il est un peu luisant à la surface, il est fréquent. Et donc, c'est lui qui est à l'origine de ça. Alors, je vous ai dit sur la photo précédente qu'on pouvait avoir les deux types de pourriture sur une même espèce. C'est vrai, ça arrive parfois. Mais en fait, il y a certains types de pourriture qui sont plus associés aux feuillus et d'autres qui sont plus associés aux conifères. Si vous prenez l'exemple de l'amadouvier ici et de la tramette, c'est assez représentatif de ce qui se passe sur les feuillus. Sur les feuillus, on trouve beaucoup de pourriture blanche ou fibreuse. Là, on va pouvoir trouver de la pourriture cubique, c'est dans le cœur des chênes, par exemple, qui sont pleins de tanins et qui sont difficiles à attaquer. Et là où on va pouvoir trouver de la pourriture cubique. Mais souvent, chez les feuillus, on a plus de pourriture blanche. Et souvent, chez les conifères, que vous avez en bas, on va trouver plus de pourriture cubique. Et c'est pas du 100% dans tous les cas, mais enfin, il y a plus d'espèces de pourriture blanche sur les feuillus et plus d'espèces de pourriture cubique sur les résineux, sur les conifères. Donc voilà pour vous donner quelque chose qui est facile à observer, rigolo parce que ça raconte une biologie, me semble-t-il, et des observations que vous pourrez faire assez facilement. Deuxième énigme à laquelle je vous soumets, et j'ai l'échantillon avec moi, ça se présente comme ça en vrai. On passe souvent à côté de ces trucs-là. Oups là, je sais pas, voilà. Vous voyez, une tranche de bois comme ça, avec des lignes noires dessus. Ouais, on le voit un tout petit peu. De toute façon, la photo est assez évocatrice. C'était surtout pour donner l'échelle. Voilà, là, on le voit bien. Merci. Et donc, vous avez comme ça une tranche de bois avec des lignes noires dessus. Euh, Une suggestion, Ah, le chancre. chancre. Alors, non, c'est pas un chancre qui a fait ça. C'est pas un chancre. Autre suggestion. Un petit indice, peut-être, pour aller un peu plus loin. Si vous regardez, il y a des lignes noires et ça sépare les Ah, parties. ah, il y a des gens qui sont Ah faux. ah, Deux champignons différents, concurrence de champignons. exactement. Vous avez en place là une compétition entre champignons qui fait rage à l'intérieur du bois. Parce que c'est rare qu'un champignon en tant qu'individu attaque seul le bois. Il y a plusieurs champignons en même temps qui vont attaquer le bois et qui vont commencer à le décomposer, ce bois. Et ces champignons, quand ils rencontrent un autre champignon, ils vont avoir tendance à former autour d'eux une barrière. Ils vont protéger le petit compartiment de bois qu'ils vont utiliser, qu'ils vont manger. Et comment ils font pour se protéger comme ça? Eh bien, à la rencontre entre deux champignons, il y a une barrière qu'ils mettent en place. Et cette barrière, c'est de la mélanine. Vous avez peut-être entendu ce mot, la mélanine, parce que c'est ce qui pigmente notre peau. Bah, les champignons produisent aussi des mélanines. D'ailleurs, les champignons sont plus proches de nous en termes évolutifs qu'ils ne le sont des plantes. Donc voilà. Et il y a des éléments communs entre les champignons et nous, dont la mélanine. Bah, cette mélanine, ça leur sert de barrière. Là, vous la voyez en 2D, cette barrière. Mais dites-vous qu'en 3D, c'est des murs entiers de mélanine qu'il y a dans le bois qui séparent les différents compartiments les uns des autres. Et comme ça, le champignon voisin ne peut pas pénétrer dans le compartiment d'à côté. Et hop, il a son petit compartiment de bois qui décompose tranquillement, si j'ose dire. Donc là, c'est la matérialisation de la compétition que vous avez entre plein d'espèces de champignons en même temps. On passe tout le temps à côté de ça, alors que c'est très facilement observable sur des échantillons sur le terrain. Vous repérerez à l'avenir, vous verrez des lignes noires comme ça,
qui signe cette compétition entre ces espèces. Observation assez facile à faire aussi. Hop, et ça, qu'on peut trouver en forêt, on est en général étonné de trouver brusquement un truc au sol, des petits morceaux en général, qui ont cette couleur assez vive, qui ont une couleur bleue, d'un beau bleu turquoise comme ça. Moi, les premières fois que j'ai vu ça quand j'étais petit, je pensais que c'était quelque chose qui avait été peint, qui avait été perdu ou quoi que ce soit. Bah, pas du tout. Il y a aussi des champignons qui font ça. Si vous regardez dans le détail, ça fait aussi des fibres, un peu ce champignon. Donc en fait, c'est une pourriture blanche, un peu comme ce que je vous montrais avant, un truc à débit fibreux. Sauf que, pourquoi est-ce qu'il apparaît pas blanc? Parce que le champignon qui est à l'origine de la couleur blanche du bois, il avait lui-même des filaments qui étaient colorés et qui masquent un peu le blanc. Donc en fait, ce que vous voyez là, c'est le cas chez certains champignons dont les filaments ont eux-mêmes une couleur. Donc les filaments de ce champignon sont bleus. Et du coup, c'est bien une pourriture blanche au sens où il va dégrader la lignine et il va rester la cellulose en place, mais il y a en plus sa propre couleur qui se superpose à ça, et il va avoir cette jolie couleur bleue. Alors, il a un petit nom, ce champignon. Il s'attaque à du bois qui tombe, en général des arbres, des petits morceaux de bois qui tombent, et il s'appelle Chlorocyboria. Il y a deux espèces de Chlorocyboria, mais c'est un champignon. Et vous avez parfois même, quand vous avez de la chance, les structures de reproduction de ce champignon en surface du bois qui ressemblent à des petites coupelles, comme ça. Donc, c'est un ascomycète. Et aussi, pour le petit point culturel, sachez que ces champignons-là ont été utilisés pour en extraire le pigment bleu, justement. Et au 15e, 16e siècle, on se servait de ces pigments pour colorer le bois. Vous avez aussi ici une marqueterie, donc des petits pans de bois qui ont été mis les uns par rapport aux autres. Et on se servait de ce pigment pour colorer des parties en bleu, tout simplement, comme ce que vous avez sur cette marqueterie du 15e siècle. Donc, à ma connaissance, aujourd'hui, c'est plus utilisé, mais ça reste un colorant qui est un colorant stable. D'où ça, le fait qu'il ait perduré sur des choses aussi anciennes. Je note qu'il reste 10 minutes. Oh là là, il reste 10 minutes, donc je vais aller vite. Là, que s'est-il passé? Bah, des insectes, des galeries d'insectes, mais vous voyez qu'elles sont plutôt juste sous l'écorce. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la partie nourricière, et quand un arbre mort vient de tomber au sol, il y a encore des parties un peu vivantes, il reste encore un peu de sève, et en général, les insectes attaquent en premier la périphérie de l'arbre qui vient de tomber. Donc il est mort, mais pendant encore un an, il reste des choses à manger dans la périphérie, un peu de sève élaborée, il reste un peu de trucs comme ça. Donc tout ça, ça alimente indirectement des relations avec d'autres êtres vivants, des relations, il y a des insectes qui vont manger d'autres insectes. Là, je vous ai parlé des champignons et des coléoptères. Il y a d'autres insectes et d'autres champignons qui vivent dans des conditions assez particulières associées au bois mort. Je vous présente juste le pic-prune parce que c'est une espèce emblématique, une des espèces protégées en France. C'est un gros coléoptère qui mesure 4-5 cm et qui vit, pour vous montrer, spécifiquement dans des cavités avec du terreau à l'intérieur. On peut en trouver dans des trognes, par exemple, aussi, en plus de les trouver dans les forêts. Et ça, c'est une espèce assez incroyable. Elle se déplace très peu au cours de sa vie. Elle fait tout son cycle quasiment dans une même cavité et elle n'est pas capable de se déplacer beaucoup vers les autres arbres. On a estimé qu'elle pouvait se déplacer de 20 mètres en gros et c'était le maximum de ce qu'elle pouvait faire. Donc il faut une belle densité de cavités avec du terreau pour que ça puisse perdurer à l'échelle d'un paysage ou d'une forêt. Il y a des consommateurs d'autres insectes. Si je vous montre cette rise persuasive, elle enfonce son organe de ponte, elle l'enfonce dans des larves d'insectes qui sont dans le bois et elle va pondre ses œufs à l'intérieur de ces larves et ses propres larves vont manger les larves des scolites, par exemple, qu'il y a dessous. Assez incroyable comme chose. Il y a même des, je vous montre juste la photo du bas, en bas à gauche. Il y a des petits champignons, ça c'est microscopique et on ne le verrait pas à l'œil nu, qui font des sortes de petits lassos, comme ça. Et ces petits lassos, quand il y a un ver nématode qui passe et qui enfonce sa tête dans le petit lasso, quick, elle va resserrer le petit lasso et elle va comme ça immobiliser le ver nématode et le manger. Donc il y a des choses assez incroyables dans le bois mort, toute une diversité d'espèces. Les pics que vous connaissez qui font ces figures-là à la surface du bois mort et qui vont chercher des larves
Ça fait des ouvertures comme ça avec des petits éclats de bois, c'est facile à reconnaître aussi. Le blob qui se déplace à la surface des troncs d'arbres et qui va manger des petites bactéries ou des petits vers nématodes qui y a à la surface. Des bestioles qui vont vivre dans des cavités, d'autres oiseaux qui vont vivre dans les cavités, des premiers qui ont fait les cavités. La citelle torche-peau, elle va des fois même réduire l'ouverture, la première ouverture par de la boue, et elle va comme ça pouvoir construire son nid. Un pigeon forestier qui s'appelle le pigeon colombin, mais qui mange uniquement en zone agricole, d'où l'importance de la juxtaposition des forêts et des zones agricoles. Bref, plein d'espèces qui vont hiberner, qui vont se reposer, qui vont se protéger là-dedans. Juste l'idée étant de vous donner un panel, une image de l'importance de toutes ces espèces, euh, plus ou moins emblématiques. Pour finir, sachez que là, c'est assez indigeste cette figure, mais que c'est pas les mêmes espèces qu'on va trouver dans du bois mort de conifères et du bois mort de feuillus. Si votre tronc d'arbre il est levé ou il est couché, c'est pas non plus les mêmes espèces qu'on va trouver dedans. Si votre diamètre d'arbre mort est petit ou le diamètre est fort, c'est pas les mêmes espèces non plus. Et puis, au fur et à mesure que vous avancez dans la séquence de décomposition, c'est pas les mêmes espèces non plus qu'on va trouver à l'intérieur de tout ça. Je passe tout ça. Ça, c'était plus pour vous remettre les choses dans une séquence temporelle. Sachez aussi qu'on a quand même quelques leviers pour essayer de favoriser le bois mort. Bon, déjà, il faut faire des inventaires, ça c'est la première chose, il y a plein de méthodes comme ça. Mais quels sont les leviers sur lesquels on peut essayer de jouer pour favoriser le bois mort en trouvant des compromis avec l'exploitation aussi. On peut essayer de favoriser un certain volume de bois mort. Sachez que ça a été étudié. Plus vous avez un volume important de bois mort à l'hectare, plus vous aurez une diversité importante d'espèces. Ça a été documenté chez les Lucanidés, par exemple. Et puis vous avez même certains pics, le pic tridactyle, qui ne niche que pour des valeurs de bois mort à l'hectare supérieures à 74 mètres cubes. C'est précis, on a pu évaluer ça. Et certains champignons pour lesquels il faut 120 mètres cubes à l'hectare de bois mort pour qu'ils puissent se développer. Donc ça, c'est un levier possible, essayer de laisser un certain volume à l'hectare. Ce n'est pas suffisant, la qualité du bois mort importe, je vous l'ai dit, selon que c'est couché ou debout, selon que c'est une certaine essence ou une autre, c'est pas les mêmes espèces. Donc l'idée maîtresse, c'est hétérogénéité. Plus vous maintenez de sortes de morts différents, plus vous favorisez ce complexe. Puis, sachez aussi qu'il faut des zones ouvertes en forêt, voire une juxtaposition avec des parcelles agricoles, parce qu'il y a des espèces qui ont leur cycle à cheval sur deux milieux, dont les larves vont se développer sur le bois mort et dont les adultes vont se reproduire sur des fleurs en milieu ouvert, par exemple. Et donc, la juxtaposition, l'hétérogénéité à l'échelle du paysage a aussi son importance. J'analyse pas les graphiques, mais si vous avez déjà vu ces petits longicornes sur les fleurs, des leptures, elles sont saproxyliques, leurs larves se développent dans le bois mort, mais par contre, besoin de milieux ouverts avec des fleurs pour que ça se développe. Et puis, je vous ai dit qu'ils avaient des capacités de déplacement qui étaient limitées, ces petits individus. Il faut penser à ce que les différents endroits où il y a du bois mort soient connectés entre eux, pas trop loin les uns des autres. Donc, favoriser aussi la connectivité. Ça a été étudié chez quelques rares espèces. On ne sait pas trop quelles sont les capacités de développement, de déplacement de ces espèces, mais c'est un truc important. En Europe, là, vous avez le niveau de bois mort que vous avez dans différentes forêts et ce qu'il faudrait pour qu'on ait un maximum d'espèces saproxyliques qui se développent. Bien souvent, on est autour de 24 mètres cubes à l'hectare. Ça, c'est en Suisse, mais c'est assez bien transposable en France. Ce qui est insuffisant pour que dans beaucoup de forêts, on soit dans l'optimum de maintien de ces espèces-là. Et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour la gestion? Ce qui est développé et même normalement imposé par la Convention d'Helsinki, c'est de faire des îlots de sénescence et de vieillissement de bois à l'intérieur de parcelles exploitées. Ça, c'est un levier possible. Maintenir aussi certaines zones en réserve biologique intégrale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action humaine, à quelques rares exceptions comme la chasse par exemple, mais pas d'action forestière dans cette parcelle. Réserve biologique intégrale, ce qui va favoriser le bois mort et faire que certains stades se réexpriment. Pensez aussi que forestier que je vous montrais au départ. Et puis de penser à la connectivité, donc à pas rester à l'échelle de sa petite parcelle, mais à regarder aussi ce qui se passe à une échelle plus large, paysagère, voilà, et maintenir l'hétérogénéité, toujours, plus il y a de bazar, plus il y a d'espèces. Voilà. Voilà, l'idée était de finir par, je ne sais pas si on a trop le temps d'échanger finalement, mais en tout cas, vous laissez vous exprimer aussi pour savoir si c'est un thème qui vous parle, si la question du bois mort, c'est quelque chose qui vous touche dans votre contexte professionnel.
Et si vous avez été déjà amené à mener des réflexions sur le maintien, et voilà, on peut parler. On a beaucoup de gens qui disent que c'était très intéressant et passionnant. Et on a une question qui est comment est-ce pris en compte dans la gestion forestière? Le problème, c'est que ça, enfin, comment est-ce pris en compte? Peut-être Martine préciser de quoi vous parlez. Oui, bonjour, Martine Laurent, Master d'agriculture 1719. C'était pris en compte vraiment de laisser volontairement du bois mort, des bois dépérissants, etc., dans différents types de forêts. J'imagine que selon le type de forêt, ça va être différent, mais l'ONF, mais pas que l'ONF, y compris les forêts, dans les forêts privées, est-ce que ça commence à être pris en compte dans la gestion? Bon. Alors, m'entendez-vous? Oui. Alors, il y a plusieurs choses. C'est pris en compte dans les plans de gestion, y compris potentiellement dans les forêts privées. Et vous avez peut-être déjà entendu parler du CNPF, du Centre national pour la forêt privée, justement. Et il y a toute une série déjà d'outils, je vais commencer par là, pour sensibiliser à la question du bois mort. Et notamment, il y a possibilité pour les propriétaires de forêts privées de faire des suivis du bois mort à l'intérieur de leur parcelle. Il y a des outils très précis où ils vont être amenés à inventorier ce qu'on appelle les dendro-micro-habitats, les habitats qui sont liés au bois mort, dans le but de faire un suivi sur leur parcelle, de faire un état, en quelque sorte, de s'il y a beaucoup de bois mort ou pas. Le CNPF a édité une super brochure là-dessus, sur un indice de biodiversité potentielle, qui est déjà un outil pour les propriétaires privés pour essayer de faire un état de l'art de ce qu'il y a sur leur parcelle. Et ensuite, ça c'est au... Il y a des directives. Normalement, il y a la directive d'Helsinki et c'est un des axes de la directive d'Helsinki de prendre en compte ça avec plus ou moins d'efficacité. Pour les forêts publiques, en tout cas, la mise en place d'îlots de vieillissement et d'îlots de sénescence est quelque chose de réglementaire, théoriquement, donc ça doit être pris en compte. C'est-à-dire, à l'intérieur de sa parcelle, il y a certaines surfaces qui sont définies, une certaine densité qui sont définies, de mettre en place des petites zones où on n'intervient pas, modestes pour maintenir îlots de sénescence et îlots de vieillissement. Voilà, donc ça c'est les leviers, disons, de gestion pour forêt publique. Pour forêt privée, je connais moins. Il y a les outils en tout cas pour faire des diagnostics, pour sensibiliser, et après, si le propriétaire le décide, s'engager dans une démarche vertueuse vis-à-vis du bois mort, disons. Justement, on a une question là-dessus sur est-ce qu'il y a des protocoles de sciences participatives? Alors, science participative, à ma connaissance, non. Par contre, des protocoles de suivi qui ne sont pas participatifs, oui. Là, je vous réoriente vers le CNPF. J'ai mis le lien de la brochure à la fin du PowerPoint. On essaiera de vous envoyer au moins ça. Donc il y a une brochure sur les dendromicrohabitats justement et pas que, sur tout ce qu'il y a à prendre en compte, les indicateurs à prendre en compte pour faire un suivi de sa parcelle. Donc ça c'est quelque chose qui peut être un suivi mais qui reste quelque chose à destination du propriétaire de la parcelle et qui n'a pas vocation à être exploité scientifiquement après. Donc c'est pas un suivi participatif mais c'est un suivi intéressant quand même pour le propriétaire de la parcelle. Alors, je me permets de synthétiser deux questions parce que je pense qu'on risque de dire que c'est pas forcément toi qui pourras nous répondre ici. La première, c'est est-ce que le broyat de bois, c'est quelque chose que tu considères comme faisant partie de la gestion du bois mort? Et la deuxième, plus précise, c'est broyat de bois sur vigne. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il y a des problèmes? Voilà, je me permets de dire que cette deuxième, on n'est pas Oui, là pour ça, bon, répondre à ça. malheureusement, je Mais ne serai pas la meilleure personne pour répondre à ça. Je pense, enfin, je me lance, hein, je ne voudrais pas si... Mais le broyat de bois, il n'est pas trop mis en place dans ce but-là. Maintenant, est-ce que ça peut avoir un impact sur la biodiversité? Ça reste des toutes petites pièces de bois quand même. Donc, à mon avis, l'effet sur la biodiversité doit être relativement modeste.
si ce n'est très indirect via un apport de matière organique au sol. Mais en dehors de ça, je ne pense pas que directement ça ait un gros impact sur la biodive, sur le complexe aproxylique en tout cas, compte tenu des tout petits morceaux qui sont disposés. Mais une fois de plus, j'y vais avec des grosses pincettes. Hein. Après, si la question c'est sur la productivité et le sol, oui, je pense que Ouais, on n'est ça, pas du oui. tout les experts de ce sujet, mais je pense que ça apporte de la décomposition, de la matière organique, etc. Deux autres questions qui sont un peu liées à mon sens parce qu'elles parlent un peu des personnes impliquées dans la gestion ou qui visitent la forêt. Est-ce qu'il y a une réglementation sur le bois mort dans les forêts privées? Et la deuxième, un peu différente mais liée, comment tu verrais la conciliation entre le vieillissement des forêts et l'accueil du public? Alors, oui, il y a des questions importantes là-dedans. Euh, la réglementation par rapport au bois mort dans les forêts privées, à ma connaissance, il y a un vide juridique, il y a essentiellement une incitation à le faire, mais pas une obligation forte de la part des propriétaires des forêts privées. Pour la question de conciliation du bois mort et de la sécurité, ça c'est vrai que c'est une vraie question. Si on prend une réserve biologique intégrale, par exemple, donc des zones où on n'intervient pas du tout, ces zones, en principe, elles sont interdites à l'accès du public parce que pour une tempête, on peut se prendre un morceau de bois sur la tête, donc ça c'est dangereux. Et il y a même des interventions qui sont possibles. Je vous ai dit qu'on n'intervenait pas, mais c'est pas tout à fait exact. La seule raison pour laquelle on intervient dans une réserve biologique intégrale, c'est justement la sécurité. Quand vous êtes en bordure de cette parcelle et que vous avez un arbre qui est susceptible de s'écrouler sur une partie où vous avez de la promenade, par exemple. Donc, la sécurité est une priorité et l'emporte quelque part sur le reste quand la question se pose. Maintenant, si vous étiez amené à faire quelque chose en lien avec la sécurité, les îlots de vieillissement, des îlots de sénescence, ils sont positionnés de telle manière qu'on ne soit pas dans une bordure de parcelle, qu'on ne soit pas au bord d'un chemin de promenade. Donc normalement, ils sont hors d'accès du public, ce qui limite les conflits en la matière. Mais c'est vrai que c'est une question forte qui est que la sécurité prime quand même. Donc il faut trouver la bonne balance en l'occurrence. Merci. Et une dernière question. Je me rends compte d'ailleurs que le micro est sur mon ordi. J'espère que vous avez bien entendu la réponse de Vincent. Je pense au moins en partie parce qu'il parlait assez fort. Super. Une dernière question qu'on va pas... Voilà, je mets une petite précision que je sais d'avance qu'on répondra pas jusqu'au bout, justement parce que Vincent me disait que c'était un sujet qui l'intéressait énormément, mais où on n'a pas encore assez de... voilà, lui, il vient du forestier, comme il vous a dit, enfin, son expertise sur le bois mort vient plutôt du forestier, et quelqu'un te demande si tu as des outils pour la gestion des haies et des têtards, et justement, tu me disais qu'en fait, t'espérais peut-être dans la discussion ici croiser des gens qui avaient cette expertise-là. Oui, plus, parce que c'est vrai que ça, c'est un sujet que je connais pas. Je vous avouerai les aspects réglementaires qui sont liés même au maintien des têtards et autres, ou à l'inventaire des têtards, même avant ça et tout. C'est quelque chose que je connais très très mal, donc malheureusement, je pourrais pas vous répondre, même si je pense vraiment qu'il y a des ponts, parce que les espèces sont parfois les mêmes. Des pics prunes, par exemple, vous en avez beaucoup dans les arbres têtards d'âge important qui ont encore des cavités athéro conséquentes. Donc je pense qu'il y a des réels ponts. Maintenant, vous avez que les aspects réglementaires associés à ça, je ne les connais pas, donc je ne pourrais pas vous aiguiller dans ce sens. En tout cas, sachez voilà, les trognes nous passionnent aussi et on espère vous en reparler une prochaine fois. C'était mon message personnel. Et tu as une dernière question un peu sur le côté public, etc. Ouais. C'est qu'est-ce que tu penses des risques incendies avec le bois mort en forêt? Est-ce que tu as des infos là-dessus? Risque incendie spécifiquement, non. C'est vrai que qui dit bois mort dit potentiellement du combustible au niveau du sol. Mais c'est pas plus ou moins important, me semble-t-il, que la présence, je pense aux zones méditerranéennes, hein, que l'embroussaillement qu'il peut y avoir dans les sous-bois, par exemple. Donc, je pense pas que ce soit spécifiquement le bois mort, et surtout compte tenu de sa densité à l'hectare, qui soit nature à vraiment propager des incendies. Mais bon, à prendre avec précaution. C'est vrai que ça dépend des zones en France dans lesquelles on se place. Je pense que la problématique dans les zones méditerranéennes n'est pas tout à fait la même non plus. Donc, Bah super. Est-ce qu'il y a une dernière
petite question avant le départ. On a beaucoup de messages qui te remercient, qui disent au revoir, que c'était vraiment super intéressant. Merci à On vous. peut, voilà, j'ai l'impression qu'on peut s'arrêter là. Bah voilà. C'est bon, pas de dernière question, pas de regrets. Merci à tous d'avoir été présents. On est vraiment hyper contents. Enfin, personnellement, avec Merci Suzanne, beaucoup. on était ravis d'inviter Vincent parce voilà, on sait que c'est passionnant tous ces sujets. Donc, on espère que vous allez observer les petites pourritures blanches, brunes, les petits bois et que vous penserez à la marqueterie et les amadouviers. Voilà. Passez une bonne après-midi.